Bonjour madame, bonjour monsieur. Dans notre mini-série, j'aimerais continuer aujourd'hui en vous présentant une analyse qui concerne la nomination des juges. Donc, avant d'entrer dans les détails concernant la nomination des juges en tant que telle, parlons un petit mot en ce qui concerne monsieur Michel Bastarache, qui a été nommé juge à la Cour suprême du Canada en 1997, notamment par le premier ministre libéral, M. Jean Chrétien. Donc, M. Bastarache a été nommé à la Cour suprême alors qu'il venait tout juste d'être nommé juge à la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick. Donc, au moment où cette nomination-là de M. Bastarache a eu lieu, aux communes à Ottawa, le Bloc québécois et le Parti réformiste de l'époque avaient posé des questions assez pointues sur le sujet. Donc, on a demandé, est-ce que le premier ministre ne trouve pas indécent d'avoir nommé à la plus haute cour du Canada un ancien collègue de bureau, quelqu'un de très proche de lui, proche du Parti libéral du Canada, et qui fut notamment coprésident du Comité national du oui lors du référendum de Charlottetown. Donc, c'est une tentative qui avait été faite à ce moment-là pour réformer encore une fois la Constitution canadienne. Maintenant, parlons d'un autre personnage, c'est-à-dire un ancien ministre de la Justice, procureur général, ministre responsable de l'application aux lois professionnelles. De 2003 à 2004, M. Marc Bellemare, qui, lui, a allégué l'existence de trafic d'influence dans le processus de nomination, c'est-à-dire que il y a des gens, que ce soit des ministres, que ce soit des personnes d'influence, du lobbyisme, qui s'intéressent à la nomination d'un juge plutôt que d'un autre. Alors, M. Marc Bellemare a démissionné de ses fonctions en 2004, puis est retourné à la pratique du droit. Soit dit en passant qu'il s'est été un membre de Parents Secours et de la Fondation contre la dépression. Donc, en avril 2010, le premier ministre libéral, cette fois-ci libéraux du Québec, Jean Charest, qui en fait a déjà été dans un autre parti au fédéral, a nommé M. Michel Bastarache à la tête d'une commission d'enquête sur le processus de nomination des juges. Donc, on voit que dans un premier temps, M. Bastarache a été nommé par Jean Chrétien au fédéral, à la Cour suprême et à la Cour d'appel, et qui a été un peu, si vous voulez, pointé du doigt pour avoir nommé un ami du parti dans ses hautes sphères. Alors que, suite à tout ça, M. Bastarache revient au bat, comme on dit, pour être à la tête d'une commission d'enquête sur les allégations de M. Bellemare contre ses collègues libéraux de l'époque. Donc, en 2011, il y a le rapport Bastarache, donc qui est une enquête sur les allégations d'influence de tierces personnes dans le processus de nomination des juges. Donc, les témoignages des participants au processus de sélection et de nomination, etc., ont permis de constater à l'équipe, au comité d'enquête, qu'une preuve est insuffisante, bien entendu, pour démontrer les allégations. Et la preuve a révélé que le fonctionnement du comité de sélection n'est soumis à aucune norme. Cependant, le choix des représentants du public devant siéger au comité de sélection n'est pas encadré et qu'il n'y a rien qui est prévu pour assumer la formation de ces personnes-là qui vont siéger sur le comité qui présélectionne les juges pour le ministre de la Justice. Donc, d'une manière générale, on peut y lire que le processus manque de transparence, tant à l'étape de la sélection par le comité qu'entre le moment où les candidats sont déclarés aptes par le comité et la prise de décision par le Conseil des ministres. Donc,
tout ce procédé-là est strictement confidentiel. De plus, la preuve a révélé qu'à cette deuxième étape du processus, il est perméable aux interventions et influences de toutes sortes, notamment celles des députés, de ministres, de membres de partis politiques, d'avocats ou des candidats eux-mêmes. L'allégeance politique des candidats ou le fait même de connaître des représentants du parti politique au pouvoir peut aussi entrer en ligne de compte. Donc, dans ce processus-là, avant 2011, il n'existe aucune règle quant au cheminement du dossier, quant à la conduite que doit avoir le ministre de la Justice, le premier ministre, les membres du personnel politique. Donc, c'est une liberté qui est quasi totale dans le processus de nomination des juges. Donc, il n'existe aucun critère pour guider le ministre en ce qui concerne ses recommandations. Et sur ces aspects, chaque ministre de la Justice peut adopter ses propres lignes directrices. Et le ministre de la Justice peut aussi, en certains cas, décider de choisir un autre candidat qui avait déjà été inscrit dans d'autres concours précédents. Maintenant, regardons les allégations de M. Bellemare. Maître Bellemare a déclaré que les nominations des juges Bisson, Gosselin et Després, ainsi que la promotion du juge Simard au rang de juge en chef adjoint à la Cour du Québec avaient été faites à la suite des pressions de messieurs Franco Fava, Charles Rondeau et Guy Bisson, qui en fait étaient à ce moment-là des solliciteurs de fonds pour le Parti libéral du Québec. Et on verra un petit peu plus loin des extraits qui ont été mis dans le rapport Bastarache quant à des tournois de golf et des cocktails à 1000 $ le billet, par exemple. Donc, M. Bellemare a témoigné qu'il y a eu des pressions de sa part par M. Fava pour nommer Lynn Gosselin. Selon Maître Bellemare, la décision de nommer la juge Gosselin avait été prise à une réunion tenue au cabinet du premier ministre le 8 janvier 2004. Donc, M. Fava, dans son témoignage, a tout simplement nié les allégations de Maître Bellemare. Ensuite, Maître Bellemare a témoigné aussi que M. Fava et Rondeau ont aussi fait pression sur lui à l'été 2003 pour la nomination du juge Simard au poste de chef adjoint lors d'une rencontre au bureau du premier ministre qui aurait dit au ministre Bellemare de nommer M. Simard. Toutefois, M. Charest, premier ministre, ne se souvient pas que la rencontre du 2 septembre 2003 aurait effectivement eu lieu et il nie avoir tenu les propos que lui attribue Maître Bellemare. Donc, M. Jean Charest dit n'avoir jamais été informé des pressions qu'il aurait subies de Maître Bellemare pour la nomination de Marc Bisson et la promotion au poste de juge en chef adjoint. Il ne se souvient pas d'avoir reçu un appel de Maître Bellemare en cette date que Maître Bellemare l'a mentionné, ni de l'avoir rencontré, etc., etc. Donc, M. Charest affirme que la rencontre du 2 septembre alléguée par Maître Bellemare n'a jamais eu lieu. Donc, je vous laisse tirer vos propres conclusions sur les allégations qui ont été faites à ce moment-là par M. Maître Bellemare. Donc, ça, c'est un peu les grandes lignes du rapport Bastarache qui a conclu qu'on nomme des juges. On en arrive aux conclusions, en fait. Donc, le système actuel de sélection et de nomination des juges a permis de nommer des magistrats qualifiés dont les compétences ne sont aucunement mises en doute par la population. Donc, voilà la conclusion du juge Bastarache nommé par Jean Charest. Les pouvoirs dévolus aux juges dans nos systèmes judiciaires sont très importants. Le choix des personnes qui exercent cette fonction ne devrait pas relever de la discrétion absolue de l'exécutif. Le fait d'encadrer le pouvoir discrétionnaire du ministre sur la nomination d'un juge est compatible avec l'évolution du droit canadien sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Donc, voilà la conclusion. On nomme des juges
compétent quant à la discrétion ministérielle. Donc, le juge Bastarache évoque deux possibilités. Donc, première conception, donc suivant cette conception qui repose sur la primauté du principe de confidentialité, donc le ministre de la Justice ne peut consulter le premier ministre ou les autres ministres. L'avantage de cette approche, selon lui, est d'immuniser le premier ministre et les membres du Conseil des ministres à l'égard de possibles allégations de favoritisme politique pour les mettre à l'abri de toutes ces formes de pression. Deuxième conception, selon cette conception, en vertu du principe de la responsabilité ministérielle, le premier ministre doit être informé ou consulté. L'avantage est de renforcer la solidarité ministérielle et si cette approche est adoptée, il faudrait qu'on l'encadre et limite le rôle du personnel politique et que l'on évite tout débat au Conseil des ministres. Bon, selon la recommandation du juge Bastarache, toutefois, il ouvre la porte grande ouverte en disant « J'estime que le choix à faire appartient à l'Assemblée nationale ». Note. La commission souhaitait avoir accès à l'intégralité des dossiers de 2000 à 2010. Plusieurs demandes ont été répétées, le gouvernement Charest a refusé. Néanmoins, il y a tout de même 19 dossiers comportant des dossiers de la Cour du Québec et de la Cour municipale qui ont été examinés. Donc, il y a 2 concours sur ces 19-là où le ministre a choisi de nommer d'autres juges que ceux qui avaient été référés par le comité de sélection. Donc, bref, ceci sont quelques extraits, mot pour mot, du rapport Bastarache. Donc, en bref, il n'y a pas de problème et on suit le droit canadien dans cette optique-là. Et les allégations sont niées. Et bref, le choix appartient à l'Assemblée nationale. Maintenant, bon, petit exemple en passant sur les cocktails. On voit les sommes qui ont été donc pour un montant de 345 000 363 000 bruts avant les dépenses, qui ont été de 19 000 au Hilton. Donc, c'est une façon de remplir les coffres avec 350 000 pour un cocktail. Et un autre exemple ici, c'est un fameux tournoi de golf annuel où participent le premier ministre et les ministres et on s'en doute quelques juges, puisque il est certain que ces personnes peuvent se permettre d'assister à ce genre d'événements. Maintenant, quelle est la suite du rapport Bastarache? Donc, en 2012, le 11 août 2010, l'avocat Jean-Marc Fournier était nommé ministre de la Justice et suite à ça, vous le savez, il a été leader parlementaire du gouvernement Couillard jusqu'en 2018. En 2012, en janvier 2012, Jean-Marc Fournier était le ministre de la Justice dans le gouvernement libéral de Jean Charest lorsqu'il a passé. Et vous vous en souvenez, quand on a parlé des 3 pouvoirs, j'ai expliqué la différence aussi dans la partie du droit entre le règlement et la loi, c'est-à-dire que le règlement se passe par décret ministériel. Donc, c'est le Conseil des ministres qui établit les règlements. Donc, le Conseil des ministres libéral de l'époque de Jean Charest, après les allégations du ministre Bellemare, on a nommé Jean-Marc Fournier, et le Conseil des ministres a donc passé le règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec, d'une cour municipale ou d'un juge de paix ou magistrat. Donc, sur la question de la discrétion ministérielle qu'on vient de voir. Donc, le fait que c'est le ministre de la Justice qui fait une recommandation au Conseil des ministres et, bon, suite aux discussions, on nomme un nouveau juge ou quelques nouveaux juges. Le décret libéral de 2012 est très peu bavard. Toutefois, l'article 26 nous indique la réponse à cette question
que c'est plutôt le deuxième mode de conception qui continue de s'appliquer tout bonnement comme il s'appliquait avant. Donc, l'article 26 nous dit, afin de permettre au ministre de faire une recommandation au Conseil des ministres, donc, le comité de sélection prépare un rapport dans lequel il indique par ordre alphabétique les noms des 3 candidats que le comité, disons de présélection, aura choisi, aptes à être nommés juges. Maintenant, l'article 34 de ce règlement-là nous dit que le nom des candidats à un poste de juge, le rapport du comité de sélection, la liste des candidats proposés ainsi que l'ensemble des documents se rattachant à une candidature sont confidentiels. Bref, on a eu la commission Bastarache en 2011, suite aux allégations de Maître Bellemare, qui finalement est retourné dans le privé. Et il résulte de tout ça que pas grand-chose a changé finalement. Tout reste confidentiel et le ministre nomme à sa convenance les candidats avec le Conseil des ministres et il y a toujours le loisir de nommer un autre candidat que celui choisi par le Conseil. Bref, le tout est demeuré strictement confidentiel et il est manifeste et dominant que l'ensemble des ministres, dont le premier ministre, demeure toujours impliqué, s'ils le veulent, dans le choix qui repose sur 3 candidats possibles proposés par le comité de sélection des juges. Les rapports du comité ne mentionnent que les avis de concours et les noms des nouveaux juges. Donc, le gouvernement a créé le secrétariat à la sélection des candidats à la fonction de juge. Donc, on peut aller sur ce site-là, sur le ministère de la Justice, et voir de quoi il en retourne, regarder leur rapport annuel, qui, en fait, ne nous disent pas grand-chose, sauf les noms des élus. Donc, la nouvelle procédure de nomination de 2012, finalement, au secrétariat, c'est un comité de sélection qui est formé de 5 personnes, dont, premièrement, un juge qui est nommé par le juge en chef, un avocat et une personne qui œuvre dans le domaine du droit, qui sont désignés par le barreau du Québec cette fois, et 2 autres personnes qui ne sont pas des juges, pas des avocats ni des notaires, mais qui sont désignés, eux, par l'Ordre des professions du Québec pour représenter le public. Donc, c'est à peu près la grande évolution qu'il y a eu là-dedans, c'est-à-dire que ce n'est plus le ministre qui nomme les personnes qui ne sont ni juges ni avocats, mais bien l'Ordre des professions du Québec. Ici, à droite, on a un exemple de décret, par exemple. Donc, on a un décret ici du 29 janvier 2003, donc concernant la nomination du juge. Il est ordonné sur la recommandation du ministre de la Justice que monsieur blabla soit par commission sous le grand sceau juge à la Cour du Québec pour exercer la compétence et ainsi de suite. Donc, il est nommé à un lieu de résidence qui, lui, dans son cas, est Rouyn-Noranda au Palais de justice. Donc, suite à ce décret-là, à la recommandation au ministre et au Conseil des ministres, donc sur les 3 choix présélectionnés, c'est un décret ministériel qui en découle, comme on en a l'exemple ici. Les rapports du comité, liste des candidats, les choix du comité sont sous le couvert de la stricte confidentialité et j'aimerais ajouter ici que c'est dans le même esprit qui illustre le fonctionnement de la DPJ depuis 40 ans déjà, le fameux principe de la confidentialité. Donc, la nomination des juges se fait de la même manière que la compromission de nos enfants, sous la plus stricte confidentialité. Bref, face à la controverse, le Parti libéral de Jean Charest a créé le secrétariat à la sélection des candidats à la fonction de juge. La grande question que je vous pose aujourd'hui, croyez-vous que la mise sur pied de ce comité de sélection a changé
le processus d'une manière significative afin qu'il soit libre et complètement libre de toute partisanerie. Donc, par rapport à cette question-là, j'aimerais qu'on aborde une discussion où on va comparer notre système à d'autres. Donc, dans notre système, on est basé, nous, sur le système anglais. Okay? C'est-à-dire que les juges sont recrutés parmi les avocats qui ont du succès et ils sont nommés par le parti politique au pouvoir, c'est-à-dire l'exécutif, le gouvernement, si vous voulez. Donc, au tournant du siècle dernier, pour faire obstacle à la corruption et dans le but d'empêcher que l'élite, c'est-à-dire par l'entremise de l'exécutif, ne domine le système judiciaire, donc il y a eu 2 grandes modifications qui ont vu le jour. Donc, pour limiter le pouvoir discrétionnaire absolu des dirigeants politiques, notamment du ministre de la Justice et du Conseil des ministres, de faire la nomination des juges. Donc, on a introduit un mécanisme qu'on présente soit au début ou à la fin. Ici au Québec, on va vers le mécanisme qui se présente au début. Donc, on a choisi le comité de présélection qui passe en amont de la nomination par les politiciens élus. Mais la composition, la présidence, les procédures et les critères utilisés sont variables d'une province à l'autre. Il n'y a pas une province qui fait la même affaire. Par exemple, les membres du public sont majoritaires au sein des comités de l'Ontario, ce qui est un peu le même principe qu'en Angleterre où on donne une part très grande à avoir des gens qui représentent les citoyens sur le comité. Alors qu'ici au Québec, on a 2 personnes qui sont nommées par l'Office des professions du Québec et avant, ils étaient nommés directement par le ministre. Et petit point important, pour sa part, le barreau du Québec, c'est-à-dire l'organisme qui représente nos avocats au Québec, lui, s'est opposé à l'inclusion des membres du public dans les comités de sélection des juges de la Cour suprême. Donc, la position des avocats au Québec est plutôt au fait que le citoyen ne se mêle pas trop de cette question de nomination des juges, alors que dans beaucoup d'autres États, on favorise largement des présences de représentation du citoyen. Donc, notre système est-il transparent? Et cette démarche réalisée en toute confidentialité, est-ce que c'est acceptable? On s'offre la liberté d'un minimum de limites. On est très peu limité à la sélection qui va être faite par le parti politique qui a pris le pouvoir. Regardons ce qui se fait aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, on parle plutôt d'une élection démocratique qui se situe en aval, c'est-à-dire vers la fin du processus. On fait appel à un autre acteur démocratique qui peut refuser le choix de l'exécutif dans ce processus-là au lieu d'avoir un comité de présélection qui passe avant. Bref, on applique l'autre grande modification moderne qui évite la corruption et la partisanerie par ce qu'on appelle une ratification législative. Donc, dans les États américains, on commence avec des commissions de mise en candidature bipartisanes, c'est-à-dire les républicains et les démocrates participent également à la mise en candidature. Après ça, on a recours à des élections de confirmation de la nomination du candidat retenu. À Washington, par exemple, au fédéral, le Sénat américain doit examiner les nominations à la Cour suprême et aux cours fédérales, au district de cour fédérale, et y consentir. Donc, le Sénat peut refuser. De plus, la prise de décision au Sénat peut exiger le vote d'une supermajorité pour limiter encore plus le pouvoir de nomination du parti au pouvoir. On va voir maintenant une troisième façon de procéder qui est complètement différente de la méthode anglaise. À l'opposé du système anglais, en Europe, la sélection des juges se réalise en toute indépendance du pouvoir exécutif. Puisque une personne choisit d'abord de faire une carrière d'avocat ou une carrière de juge avant d'aller suivre une formation universitaire pour devenir avocat ou pour devenir juge. Donc, suite à la formation, il y a un concours annuel qui classe les meilleurs étudiants aux postes les plus élevés. Ensuite,
On monte dans la hiérarchie judiciaire, en principe, par le mérite et l'expérience. Donc, ouvrons-nous une trop grande place au favoritisme et au lobbyisme et à d'éventuelles nominations partisanes? Est-ce qu'il est absurde de croire que seulement 2 membres du public nommés par l'Ordre des professions représentent adéquatement l'ensemble des citoyens? Toute cette confidentialité, comme je l'ai dit, est-elle acceptable? Maintenant, du point de vue de nos avocats tels qu'exprimés par le Barreau du Québec en 2004, on a allégué du côté des avocats que la confidentialité de l'identité et de la liste des candidats et des rapports du comité favoriserait le fait que des candidats de grande valeur peuvent postuler sans craindre que le fait, leur échec de ne pas avoir été choisi n'entache leur réputation. Du point de vue du citoyen, pourquoi l'avocat ne doit-il pas assumer le risque de l'échec comme toute autre personne dans la société? Est-ce que c'est un motif acceptable? De cette manière, si on connaissait les rapports, si on avait l'information, on pourrait les étudier, on pourrait les analyser, comme j'ai fait avec le rapport Bastarache. Donc, les partis d'opposition qui sont en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, les chiens de garde de la société, et des citoyens pourraient évaluer et critiquer le travail du comité de sélection et le choix du ministre de la Justice. Toutefois, tout est resté confidentiel et le débat semble être clos. Le dispositif québécois de nomination des juges n'offre aucune garantie que les candidats les plus méritants sont ceux choisis par le ministre de la Justice. On n'a pas de garantie de ça. C'est une simple hypothèse et le juge Bastarache peut bien nous dire que si on a des juges de grand mérite qui ont été nommés, est-ce le cas? À cet égard, nous le verrons plus tard, la majorité des juges de la Chambre de la jeunesse, dans le cas qui nous intéresse, sont des ex-employés du gouvernement du Québec. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'avocats de la pratique privée qui réussissent à être nommés juges à la Chambre de la jeunesse. Donc, s'il existe des règles, peut-on s'attendre à ce que nos politiciens au pouvoir s'élèvent au-dessus de la partisanerie, alors qu'il est manifeste que notre système électoral ponctué du vote aux 4 ans pour les élire les force à penser et à réagir et à agir de façon partisane. Et c'est malheureux, l'Assemblée nationale du Québec fonctionne d'une manière partisane. Donc, ceci étant dit, fondamentalement, le pouvoir de nommer les juges par le parti élu est-il compatible avec les principes de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir judiciaire? Donc, on en a parlé des 3 grands pouvoirs. Je rappelle encore l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et de l'indépendance du pouvoir judiciaire, puisque le principe de la séparation des pouvoirs résulte du fait que le pouvoir politique peut être exercé de façon abusive et arbitraire. Et comme je l'ai déjà dit, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup plus d'intervention du gouvernement dans les familles et dans la vie des gens. Donc, pour éviter l'abus, qui est possible, n'est-ce pas, il faut le contrebalancer. Et à cet égard, le moyen qu'on a, c'est les tribunaux qui existent, notamment pour juger l'action gouvernementale, comme on en a déjà parlé sur la question du droit, par le droit administratif. Donc, en principe, l'indépendance du pouvoir judiciaire ne devrait donc pas être soumise à la tutelle ou à l'influence du politique. Par conséquent, notre système québécois de nomination des juges par un seul parti politique à l'exécutif viole en quelque sorte le principe de la séparation des pouvoirs. Les juges nommés par le parti au pouvoir ne seront-ils pas redevables à ce même parti?
Pourront-ils faire preuve d'impartialité dans les cas mettant en jeu les politiques gouvernementales? Devront-ils rester dans les bonnes grâces du gouvernement pour être en liste pour certaines promotions convoitées, comme on en a vu tantôt, qui a été contestée par Maître Bellemare, c'est-à-dire pour au poste d'adjoint avec un autre quasi 50 000 $ annuellement de plus à son salaire. Donc, vu le pouvoir sans cesse grandissant des juges, il devient parfaitement légitime que les citoyens comme nous exigent davantage d'imputabilité et de transparence. Et ce, des politiciens qui nomment les juges, d'une part, et aussi des juges eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions, puisque là, les politiciens et les juges deviennent en quelque sorte liés par ce mandat-là d'être nommés par le ministre du parti au pouvoir. De plus, nos juges jouissent de conditions exceptionnelles, largement supérieures à celles de leurs homologues américains. On l'a vu dans le dossier précédent, que les juges gagnent 100 000 $ de plus que les juges américains à la Cour supérieure et environ 50 000 à la Cour du Québec. Et ils ont l'assurance que leurs salaires ne seront pas réduits ni par une mesure législative ni par une décision administrative. En conclusion, le choix des juges ne peut pas échapper à la crainte qu'il existe au Québec des décisions politiques fondées sur des motifs partisans, plutôt que sur une vision du bien commun dans le strict intérêt public. Et quand on regarde l'histoire de la politique québécoise, il serait difficile de nier qu'il n'y a pas eu de décision politique fondée sur des motifs partisans. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je continuerai bientôt pour vous montrer qui sont ces juges qui sont nommés au Québec en protection de la jeunesse. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.